Bon, donc moi je vais essayer de clôturer en parlant des descripteurs de l'évolution des vins en bouteille. Donc là, on ne va pas être forcément dans les grands vins, mais plutôt dans des essais qu'on a menés, essayer de vous montrer comment on a essayé finalement de regarder un petit peu les mêmes choses que ce que vous avez regardé dans votre équipe, Stéphanie, mais en essayant de faire ça sous forme d'expérimentation et de quelque chose qu'on peut mesurer dans un modèle expérimental particulier. Donc là, on démarre de zéro, on va mettre en bouteille et on va essayer de voir ce qu'on peut pister, voir se développer en termes de sensoriel. Donc simplement quand même un petit mot de pourquoi on est là aujourd'hui à faire cette réunion sur l'oxygène et avec un niveau assez complexe, je dirais, de présentation, alors qu'on est finalement qu'une société qui vend des bouchons. C'est parce que chez nous, la stratégie oxygène, c'est vraiment le socle de toute la stratégie qu'on a développée. Donc depuis qu'on est sur le marché, depuis 1999, on a introduit différents bouchons et des perméabilités différentes. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on est intimement convaincu que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, même si on a bien compris que c'était compliqué de le maîtriser, si on est capable de le maîtriser un petit peu plus, ça peut aider les développements des vins et les garder là où on veut qu'ils aillent. D'accord? Donc la perméabilité de nos bouchons, c'est pour nous un outil œnologique pour continuer à garder le contrôle des vins lorsqu'ils sont en bouteille. Voilà, donc ça c'est juste le corollaire de pourquoi on s'intéresse à autant de thématiques sur l'oxygène, l'oxygénation, l'oxydabilité, les prédictions des vins en bouteille. Donc si on fait un petit récapitulatif de ce qu'on a vu aujourd'hui quand on se place, maintenant on vient dans la bouteille, c'est un peu qu'est-ce qu'on veut regarder de nous quand on se place à notre niveau. On l'a dit, il y a deux fossés qu'on veut éviter. Si on essaie de rester sur l'autoroute du bon vieillissement des vins, on ne veut pas aller finir dans un fossé qui est l'oxydation. On a joué avec trop d'oxygène, et dans le fossé opposé qui est trop peu d'oxygène, et finalement j'ai développé de la réduction. En jouant avec des quantités d'oxygène différentes, on va jouer sur la durée de vie du produit. Si on prend un antioxydant en tant que marqueur du vieillissement du vin, si on pouvait le réduire à ça, si on allait vers de la simplification extrême, on regarde les chutes de SO2 qui sont en lien avec les quantités d'oxygène consommées, et on peut donner une espèce de prédiction de la durée de vie des vins. Encore une fois, je pense que tu viens de bien l'expliquer, en fonction des quantités d'oxygène qu'on va avoir, on va avoir des profils, des bouquets aromatiques qui vont se développer de façon différente, en fonction du point de départ, de là où on finira et par où on va passer. Il sera sûrement ce que Maurizio appellerait le sweet spot, ce qu'on appellerait l'apogée du vin en français. On va influer sur la couleur, on l'a vu, on influe sur un vieillissement de vin en cave, mais ça va être exactement la même chose. Si on continue à jouer avec de l'oxygène dans les bouteilles, on va continuer à jouer sur la pigmentation, sur le développement de la couleur. Et puis il ne faut surtout pas penser que si on arrête d'apporter de l'oxygène dans un vin, la couleur va rester comme ça et ne va pas bouger. On l'a bien dit. On a deux voies réactionnelles importantes, soit en oxydation, soit en réduction, mais si on est en réduction avec des manques d'oxygène, oui, on va même arriver à débobiner, entre guillemets, de la couleur qui a été stabilisée par avant. D'accord? Donc c'est pas, ça continue à bouger dans les deux voies. Et puis il y a un effet sur l'aspect en bouche, que ce soit l'astringence, l'amertume, qui est aussi liée à l'évolution des polyphénols, au fait qu'ils se polymérisent, qu'ils précipitent et qui donc vont impacter le ressenti que l'on aura en bouche. Donc très important de maîtriser les apports d'oxygène en bouche. Alors si on se focalise sur les arômes, et ce qu'on peut essayer de développer, on reprend un petit peu les mêmes présentations entre l'oxydé et le réduit. Il y a quelques descripteurs d'arômes qui sont, je dirais, presque à la mode. Quand on parle de vin rouge et de vin blanc, en ce moment, quand on lit un petit peu les magazines qui parlent des vins, bien, etc., on voit bien que sur les rouges, il y a quand même une palette aromatique qu'on a envie d'obtenir, que ce soit sur les épices, les fruits rouges, le chocolat dont on vient de parler, et sur les vins blancs, on va être sur les fruits exotiques, sur les pamplemousses, sur les fruits secs, des choses comme ça. Donc il y a quand même des descripteurs que les gens ont envie de voir ou d'avoir dans leur vin. Et c'est bien repris par la presse spécialisée. Donc, on revient dans ce contexte particulier qui est nos barrières expérimentales, c'est la bouteille. Comment on a travaillé dans la bouteille. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par mesurer toutes les sources d'oxygène qui pouvaient rentrer dans la bouteille. Pour être bien sûr qu'on allait corréler le sensoriel qu'on suit à des quantités d'oxygène qu'on sait mesurer, qu'on sait quantifier. On a regardé trois choses. L'oxygène dissous, donc on l'a parlé, dans l'espace de tête, il en a aussi parlé quand on suit les audits au niveau des embouteillages.
Et ensuite, ce qui va passer, ce qu'on appelle en anglais, nous, l'oxygène ingress, on pourrait appeler des apports d'oxygène en français, qui sont à la fois l'oxygène qui est contenu d'abord dans les bouchons cylindriques, et ensuite la vraie perméabilité lorsqu'on atteint, ou ce qu'on appelle l'OTR, lorsqu'on atteint un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur de la bouteille. On tend à avoir une consommation d'oxygène, donc on tend à être toujours proche de zéro dans une bouteille, on a toujours un fort gradient entre l'extérieur et l'intérieur de la bouteille, donc on va continuer à avoir des entrées d'oxygène. Et si on met toutes ces sommes, si on somme tout ça en termes de source d'oxygène, on a la quantité d'oxygène qui va vraiment réagir avec le vin. Donc à partir de là, on peut essayer de voir s'il y a des corrélations, s'il y en a. Donc, le prérequis ou les prérequis pour mener à bien ces études, c'est de commencer, lorsqu'on met en bouteille, par connaître exactement les quantités d'oxygène à l'embouteillage, d'utiliser des bouchons qui soient homogènes pour qu'on n'ait pas de variabilité bouteille à bouteille, sinon on va regarder des effets de l'aléatoire, on veut regarder des effets de quantité d'oxygène. On veut se mettre dans des configurations où on est toujours reproductible d'une bouteille à une autre. Et là, on utilise la force de notre procédé de fabrication, la co-extrusion, qui nous permet de faire de la fabrication continue, donc d'avoir tous nos bouchons qui réagissent de la même façon. On va travailler sur différents types de vins qui sont issus de différents types de vinification. On a travaillé avec plein de partenaires, de clients, mais aussi de centres techniques qui ont suivi des vinifications qui sont typiques d'une localité, d'une appellation. Et ensuite, quelque chose qu'on s'est forcé à faire pendant maintenant 3 ans, c'est de passer par le même jury de dégustation. Garder le même jury de dégustation qui a été entraîné, réentraîné, qui continue à être entraîné, et d'essayer de mettre toutes ces données ensemble. Okay. Donc ce qu'on fait typiquement, voilà, c'est qu'on a 16 juges qui sont entraînés, on déguste maximum 15 vins par séance, on ne veut pas tanner les gens au point qu'ils ne puissent plus réagir derrière. Une échelle en 7 points, dégustation à l'aveugle, ça ne veut pas, après ils sont confrontés. Service aléatoire, on a travaillé sur 10 descripteurs au vin qu'ils ont établis. On a utilisé les standards spécifiques pour les caler par rapport à ça, que tout le monde parle à peu près le même langage, parce qu'on l'a vu. Quand on arrive à générer 490 mots, si on veut essayer de faire une expé derrière, sans poser de questions, mais de faire déguster les gens, on est obligé de réduire un peu. Et ensuite, les résultats, vous en foutez à la limite de la façon dont on les a analysés, c'est des stats derrière, mais ce qui est important, c'est qu'on a pu, dans ce même système, analyser 28 vins blancs, 47 rosés, 51 vins rouges. D'accord? Donc c'est la somme de ces résultats qu'on va regarder, et au lieu de le regarder comme on a toujours regardé jusqu'à présent, où on faisait un essai, on mettait un vin, on mettait différentes perméabilités de bouchons, donc des quantités différentes d'oxygène, et on regardait un profil aromatique que vous voyez sur les spider-graphes, là, sur les radars, vous voyez où ça impacte certains descripteurs aromatiques. On a mis tout ça ensemble et on a regardé, donc au final, c'est quoi les descripteurs qui sont significatifs? Quand on suit une évolution du vin, si on pouvait essayer de limiter le nombre de descripteurs, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Donc quand on regarde des vins blancs, je me rappelle combien il y avait 28 ou 30, on a dit au départ, et quand on regarde les vins blancs, j'ai essayé de mettre des couleurs, je ne sais pas si ça rend vraiment très bien ici, mais sur les verts les plus foncés, vous avez en abscisse, sur l'axe des Y, je ne sais même plus comment ça s'appelle, c'est l'ordonnée, c'est l'ordonnée, voilà. Donc ça, c'est le pourcentage de citations, d'accord, le nombre de fois où les gens nous ont dit, où on a pu analyser que ces descripteurs étaient significatifs, entre les deux. D'accord? Vous voyez, là, il y a, par exemple, si on regarde les white fruits, là, les fruits blancs, on est à pratiquement 70% des cas. Ce descripteur permet de distinguer les vins en fonction des apports en oxygène. D'accord? Puis après, vous en avez d'autres qui descendent en termes... Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder que sur tous les vins qu'on a testés, du moment qu'on maîtrise l'embouteillage et qu'on est dans des perméabilités raisonnables, un des paramètres, un des descripteurs qui va être utilisé, c'est réduit, alors qu'oxydé n'y est pas. Donc en fait, nous, on avait un peu peur de se retrouver en face de vins oxydés, rapidement, ou des choses comme ça, en fonction des perméabilités avec lesquelles on avait joué. Donc là, on voit bien sur les vins blancs, finalement, si on regarde une intensité aromatique des fruits blancs, des agrumes et des caractères de réduit, on pourrait déjà faire un très bon travail exploratoire de voir les impacts des perméabilités, des réactions des vins à l'oxygène par rapport à des profils aromatiques. Oh, pardon. Sur les vins rosés, on a fait le même exercice. Donc là, vous voyez que là, avec 3, pratiquement, on pourrait travailler, si on voulait se simplifier la vie. Tout à l'heure, on a dit peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont complexes, est-ce qu'on essaie de vous expliquer. Donc là, en intensité aromatique, fruits rouges, et puis les fruits exotiques, on expliquerait beaucoup de cas déjà.
on arrive à distinguer des vins en fonction des quantités. Là encore une fois, vous voyez que le caractère oxydé est très peu cité, alors que le caractère réduit un tout petit peu plus cité, même si on reste qu'à 25% de citation. Et enfin, les fruits rouges. Alors là, ben voilà, on rentre déjà dans une complexité un peu plus importante sur les vins rouges. On voit que là, on va utiliser plus de mots, on a tendance à utiliser plus de mots pour décrire les différences qu'on perçoit entre les vins dues à l'oxygène. Donc là, on reprend des mots qu'on a entendus tout à l'heure, les fruits rouges, des fruits cuits, des épices, du viandé, hein, le gamay, là, c'est du viandé. Voilà, on a aussi de la réduction qui rentre dans le cadre de ces descripteurs aussi. Donc là, j'ai mis des petites astérix, parce qu'on va essayer de regarder un petit peu. Ce qu'on a fait après au niveau moléculaire, on s'est dit, voilà, maintenant on a ces vins, on les a contrôlés, on les a mis en bouteille comme on veut, on les a caractérisés au niveau sensoriel. Est-ce qu'on peut essayer de regarder au niveau moléculaire, ce qui peut permettre d'expliquer que ces descripteurs sont bien les descripteurs impliqués et quelle est la chimie qui est derrière. Donc on va essayer de regarder, dans un premier temps, les arômes de fruités. Donc, quelles sont les molécules sur lesquelles on peut jouer avec l'oxygène pour moduler les quantités de ces composés qui vont affecter le profil des vins. Donc on a trois familles qui viennent à l'esprit. On a les esters, issus de la fermentation, les thiols variétaux, et puis on va avoir la bêta-damascénone. On va dire, quand on fait la littérature, c'est les trois candidats qui vont sortir de là. Alors finalement, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est pas si facile que ça, parce que parfois on se dit, ah mais tiens, il y a des cas de figure quand on fait l'analyse sensorielle où on joue avec plus d'oxygène, on développe plus de fruités. Mais malheureusement, il y a aussi des cas où quand on joue avec moins d'oxygène, on développe plus de fruités. Ça vient de nous. Donc, il va y avoir un petit truc, on l'a dit depuis le début de la journée finalement. On a utilisé ce mot plein de fois, quoi. On essaie d'aller vers l'équilibre. Et cet équilibre, il va jouer en fonction des vins, en fonction de la composition de ces vins. Alors quand on regarde les esters, vous voyez à gauche là, on a joué en vert avec des faibles quantités d'oxygène, au milieu avec des quantités moyennes d'oxygène, et puis en bleu avec de plus fortes quantités, puis on voit bien que finalement, les familles d'esters de fermentation qu'on sait mesurer ne sont pas impactées par l'oxygène. Donc on va jouer avec des quantités plus ou moins importantes d'oxygène, on ne va pas faire varier les concentrations de façon significative en termes d'esters de fermentation. Ce n'est pas vraiment une surprise quand on connaît la composition des esters au niveau chimique, mais bon, c'est valide. Par contre, quelque chose qui est intéressant, c'est de regarder maintenant à droite, où là vous avez un marqueur du fruité, donc le 3MH. Là, on est plus sur les thiols variétaux. Et là, vous voyez que quand on utilise Select 300, donc une perméabilité plus faible que le Select 500 en rouge, ben on a conservé avec moins d'oxygène, on conserve plus de variétaux. Là, on avait utilisé sur cet essai un bouchon naturel qui, dans ce cas-là, était plus faible, qui aurait pu être plus fort. Bon, ça dépend un peu du naturel auquel on peut... que l'on a utilisé. Donc quand on va un petit peu plus loin, qu'est-ce qui peut se passer au niveau de ces thiols variétaux? Qu'est-ce qui fait que finalement c'est l'oxygène qui va affecter cela? Bon, je pense que ça c'est assez bien décrit maintenant dans la littérature, à partir de nos polyphénols, hein, pour faire simple, sous cette cascade d'oxydation qu'on a vue tout à l'heure qui va s'allumer avec certains catalyseurs, on va arriver à une étape quinone qui est ni plus ni moins qu'une pince pour piéger les molécules volatiles qui comportent des atomes de soufre. Okay. Donc en fait, si on ajoute de l'oxygène, on va créer des pièges aux molécules soufrées. Donc si elles sont fruitées, eh bien, on va diminuer le fruité. Okay. Donc c'est un système assez simple. Donc ça c'est assez bien décrit, assez bien compris maintenant. Quand on regarde l'autre candidat, le troisième candidat pour expliquer le fruité, bon, la bêta-damascénone. Donc là, vous voyez, vous avez deux cas de rosé où on a pu analyser ces molécules, où les faibles quantités d'oxygène sont toujours responsables de moins de bêta-damascénone dans les vins, où on va le faire à l'envers. Quand il y a plus d'oxygène rentrant au travers des bouchons, on arrive à développer plus de bêta-damascénone dans les vins. Donc comment ça peut s'expliquer ça? Bon, aujourd'hui, on en est encore au stade des hypothèses. Okay, la damascénone, elle pourrait être liée avec du SO2, par exemple. Puis quand on oxyde, petit à petit, on va bouffer du SO2 libre, qui va déplacer du SO2 lié, et puis petit à petit, on va libérer un potentiel de fruité qui est présent dans le vin. Okay. Une autre façon de voir les choses, c'est ma foi, on a de la damascénone, on l'oxyde, et le résultat de l'oxydation de la damascénone est un nouveau composé qui est plus fruité. Voilà, ça pourrait marcher. Et l'oxydation des précurseurs qui libérerait la damascénone dessous. Donc la damascénone serait fixée quelque part, et puis en l'oxydant, ça la libérerait. Voilà, quelques pistes. Je
sais pas qui c'est qui va vraiment s'y atteler, peut-être ton équipe, Stéphanie. Vous avez peut-être des éléments. Probablement, voilà, donc la suite au prochain numéro. Alors, ça on a vu sur les fruités, donc les trois familles, les fruités, les esters pas affectés, les thiols, on arrive à comprendre pourquoi, la damascénone, on a quelques pistes pour essayer de comprendre pourquoi ça peut affecter les vins en fonction des quantités d'oxygène. Si on regarde la réduction, donc là on a suivi, ça c'est les travaux de Mauricio quand il était en Australie, donc on a suivi des vins de Syrah, des vins de Sauvignon blanc, et on mesurait soit le méthanthiol, soit le H2S, et on regardait encore une fois en fonction des régimes d'apport d'oxygène ce qu'on pouvait obtenir. Donc on voit que en fait, que ce soit le sulfure d'hydrogène ou le méthanthiol, ben, ce sont finalement les principaux composés impliqués dans l'apparition de la réduction. Ce que nous on a pu mesurer, c'était ceux qui sortaient parmi la forêt des pics qu'on pouvait analyser. Et puis on voyait aussi que finalement il y avait une accumulation qui était plus importante de ces molécules à odeur de réduit quand l'oxygène était disponible. Alors comment ça peut marcher? Ben, d'abord il y a dans la littérature la mention de la possibilité de l'existence de précurseurs de ces molécules, donc qui sont le diméthyldisulfure. Okay, donc on a essayé de regarder si c'était affecté. Donc nous on a joué sur plusieurs quantités d'oxygène. Et on a vu que finalement, on n'a pas d'impact des quantités d'oxygène avec lesquelles on a joué, du moins, d'accord, sur une diminution de cette molécule-là. Donc en fait, on ne l'a pas transformée en autre chose. Ok. Par contre, ben, on peut être assez sûr que ça marche comme ça marche pour les bons thiols, les thiols fruités. On a de nouveau des cibles moléculaires avec des atomes de soufre, et on va rentrer dans le même système de nous. On va oxyder nos polyphénols, on a de nouveau notre pince, notre piège à molécules soufrées. Et donc, on va pouvoir capter des molécules qui, si elles n'étaient pas captées, sentiraient l'odeur, sentiraient le réduit. D'accord ? Donc, finalement, on voit bien que par le même système ici, d'alimentation de la pompe à oxydation, on va jouer entre les bons et les mauvais composés soufrés pour avoir, au final, quelque chose de plus ou moins fluidé ou de plus ou moins réduit. D'accord ? Donc, tout ça, encore une fois, dans la gestion, dans l'équilibre. Alors, quelques facteurs qu'on a pu étudier aussi qui vont moduler tout ça. Il n'y a pas que la quantité d'oxygène, il y a aussi d'autres molécules qui peuvent jouer des rôles sur le goût de réduit ou l'apparition de ces marqueurs de réduction. Alors, quelque chose d'assez intéressant et qui pourrait être controversé ou au moins qui est surprenant. C'est que quand on ajoute du cuivre, ok, fort cuivre et faible cuivre, en fait, on a créé plus l'H2S. Alors en général, les gens pensent, oui, mais attendez, quand on ajoute du cuivre, en général, c'est traiter les phénomènes de réduction. Et puis le cuivre, on le connaît bien, c'est un catalyseur de l'oxydation. Donc en fait, c'est un peu le double effet qui se coule. Le cuivre, qui est bien connu pour son rôle de catalyseur de la cascade de réaction oxydative, finalement, quand il reste en solution et qu'on se retrouve dans des situations qui deviennent réductrices, ben, il va être impliqué dans notre chimie. Tout à l'heure, tu disais, Stéphanie, ben, finalement, entre l'oxygène, le soufre, etc., il y a des équilibres qui se font, ben voilà, il y a d'autres molécules qui vont utiliser d'autres choses. Alors, comment ça marche exactement au niveau des mécanismes, c'est pas encore bien décrit, mais il semblerait que les ajouts de cuivre qui restent ensuite en bouteille sont favorables au développement plus important de la réduction. Et puis, on peut voir aussi ici que chaque fois qu'on a du cuivre et du glutathion, donc les deux ensemble, on a en plus un effet de synergie. Donc imaginons le cas de quelqu'un qui travaille tout en réduit, qui pendant sa vinification a quelques soucis, se dit tiens je peux faire un petit traitement, deux petits traitements au cuivre. Bon, comme il a travaillé en réduit, il a gardé plus de glutathion. Il a plus de glutathion, il a le cuivre, et donc il a toutes les conditions favorables, si en plus il a des perméabilités très faibles dans les bouteilles, d'avoir de la réduction qui se développe. Voilà. Donc on ne dit pas que c'est un ou l'autre qui est responsable, mais c'est tout un faisceau d'éléments qui, mis ensemble, peuvent arriver à une situation qui peut être problématique par rapport à ce que l'on ressent dans le vin. Donc ça, c'est ensuite d'essayer de voir, finalement, on parle du fruité, on parle du réduit, mais on est dans le même verre. Hein. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est intéressant de regarder comment on peut piloter les deux aspects fruité et réduit. Bon, là, vous avez de nouveau faible oxygène, moyennement, et puis plus forts ajouts d'oxygène. Et après, au bout de 12 mois, d'accord? Donc là, on est à l'embouteillage, on n'a aucune note de réduit, et au niveau des fruits rouges, les vins sont les mêmes,
on applique différentes quantités d'oxygène, et on finit par avoir finalement une décroissance, on arrive au plus on a d'oxygène, au moins on aura de réduit, au plus on a d'oxygène, au plus on a de fruité, et donc ensuite sur l'expression totale, il va y avoir une compétition entre ces arômes qui sont présents pour le nez, et donc on va avoir une perception qui va être liée à ce qu'on en sent en termes de résultante. Et il y a clairement un effet masquant du réduit sur le fruité. Donc parfois on peut dire c'est moins fruité, pas parce qu'il y a moins de molécules qui sont capables de donner du fruité, mais parce qu'il y a plus de molécules qui sont capables d'apporter du réduit. Alors quand on regarde maintenant fruits secs et fruits cuits, ça je pense que vous en connaissez un bon rayon à l'ISBV, mais bon, nous les petites analyses qu'on a faites après 18 mois en bouteille sur un vin de Syrah de nouveau, donc on a corrélé en fait l'intensité du caractère fruits cuits, enfin on a le caractère développé, et puis en fait en olfactométrie, ce qu'on va appeler l'impact aromatique. On voit que la première type de 4 nonanion pourrait être impliqué dans ce descripteur, expliquer ces descripteurs fruits secs et fruits cuits. Et puis d'autres choses intéressantes également, c'est quand on s'adresse aux aldéhydes, un petit peu plus complexes que l'acétaldéhyde, d'accord, comme le phénylacétaldéhyde, peuvent aussi contribuer. Alors soit parce qu'ils sont impliqués dans des dégradations type Strecker avec des acides aminés, au travers des quinones, encore une fois, soit parce qu'ils sont libérés depuis les formes liées au SO2. Donc de nouveau, et on a les mêmes résultats finalement sur d'autres choses où on n'est pas trop par rapport à ces descripteurs, mais sur le méthional, pareil, la même chose. Donc ce sont des molécules qui en fait, on a l'impression qu'elles sont déjà formées lors des phases de fermentation. Donc pendant les phases précoces presque de fabrication du vin, on crée un potentiel de précurseur et soufré et aldéhydique, qui est ensuite combiné à du SO2 qui peut être relargué par la suite. Donc il n'y a pas que de la nouvelle création en fait, de ces molécules lors des bouteilles, mais il y a de la libération qui peut se passer ensuite au travers des expositions à l'oxygène. Donc si on essaie de résumer tout ça, donc déjà pour arriver à mener ces bonnes expérimentations, on est obligé de partir de conditions qui sont très bien définies, où on mesure vraiment les quantités d'oxygène qui sont mises en œuvre. On peut moduler le profil aromatique grâce aux perméabilités des bouchons, on l'a vu, on en a plein d'exemples, et on peut même en profiter pour en faire un modèle expérimental et mesurer ce qui se développe dans ces bouteilles. On l'a dit tout à l'heure, les tioles variétaux, la damascénone peuvent être impliqués dans la modulation du profil fruité, alors que les esters ne le sont pas. On va dire qu'ils sont plutôt sensibles à une hydrolyse qui va se passer dans le temps, et donc à des aspects liés directement à la température et au pH. Et les tioles réducteurs, le H2S, donc, ou les molécules qui expliquent le réduit, sont impliquées dans le profil réducteur, et donc vont venir contrebalancer la perception fruitée des vins. Et ensuite, donc, sur des aspects de développement, que ce soit MDN ou phénylacétaldéhyde, sont probablement impliqués dans des profils de vins plus développés, et on voit que ce qui est intéressant, c'est qu'ils existent peut-être déjà dans un pool de précurseurs et qui n'attendent qu'à être libérés par la suite dans les bouteilles. Donc, encore une fois, attention à la maîtrise de son embouteillage et au choix de perméabilité en fonction du potentiel de précurseur qu'on a dans les vins. Voilà, et je conclurai ici.